En février 2022, l'Ukraine était estimée n'avoir qu'un cinquième de la totalité de la puissance militaire active de la Russie. C'est seulement environ le nombre de véhicules militaires que possède la Russie, 10% de son armée de l'air, et 10% du budget global de la défense nationale. Et si cela ne suffisait pas, la Russie avait au moins le double du nombre d'infanterie déployée près de la ligne de front au début de la guerre, comparé aux forces de défense limitées de l'Ukraine. Selon tous les comptes, la Russie avait un avantage écrasant. Et pourtant, encore et encore, la Russie n'a pas réussi à occuper l'Ukraine. En fait, ils ont subi une série de pertes qui a commencé dans les premiers mois de la guerre et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est que récemment que la Russie a réussi à consolider un peu ses gains et à pousser plus profondément dans le Donetsk. Que s'est-il passé avec la puissance militaire russe tant vantée, exposée lors de nombreux défilés militaires? La faible performance des armes russes, comme on s'explique facilement. Elles ne peuvent pas rivaliser avec leurs homologues occidentales. Alors, pourquoi exactement les armes russes échouent-elles par rapport à celles de l'Occident? Nous explorerons une variété d'équipements militaires, des véhicules terrestres aux avions et fusils standards afin de déterminer précisément cela. Alors que la Russie et l'Ukraine ont commencé la guerre avec principalement du matériel militaire soviétique et leur mise à niveau, l'Ukraine a reçu de nombreux dons de munitions occidentales. L'armée ukrainienne a reçu des armes et des équipements modernes dont elle avait grand besoin, et les a tous utilisés au maximum pour retarder l'invasion russe bien plus longtemps que tout stratège ne l'aurait cru possible. Commençons par les chars russes. Le char de combat principal de l'armée russe est le T-90, mais toute la ligne de chars T soviétique, du T-64 au T-90, représente une série continue d'améliorations technologiques depuis que l'Union des républiques socialistes soviétiques utilisait le T-64 comme char principal dans les années 60. Cependant, la plupart des chars ont utilisé des métriques, tactiques et doctrines militaires similaires lors de leur production. On peut donc affirmer qu'ils partagent leurs lacunes vis-à-vis des conceptions occidentales. Le T-90 et son dérivé légèrement plus moderne, le T-90M, ne sont pas les premiers chars utilisés par la Russie au début de l'invasion. Cet honneur revient probablement à ses cousins plus âgés, les T-80s et T-72. Cela était dû à une fausse croyance que l'Ukraine manquait de capacité pour repousser même les anciens modèles russes. Pour la Russie, vu le stock élevé de T-80 et T-72 relativement peu coûteux à produire et réparer, leurs véhicules plus jetables suffisaient, tant qu'ils avaient des pièces fonctionnelles. On croyait qu'ils seraient à égalité avec tout ce que l'Ukraine pourrait riposter. Mais, quelques mois après le début de la guerre, il était évident que les T-72 et T-80 n'étaient pas à la hauteur face aux défenses ukrainiennes. La Russie a commencé à perdre des centaines de chars chaque mois. La raison ? Ces chars n'étaient pas exactement conçus pour être utilisés de la manière dont la Russie les a utilisés tout au long de la guerre. Le T-72 était basé sur le T-64. Le T-62 était un char développé par l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale pour contrer la menace des États-Unis. Tchass. À cette fin, le T-62 utilisait des munitions anti-blindage, le projectile à sabot stabilisé par ailette, dont le seul travail était de pénétrer à travers l'armure de l'époque, de désactiver les véhicules ennemis ou d'infliger de lourds dégâts aux positions fortifiées. À son crédit, le T-62 était une tentative solide de créer un char qui faisait exactement cela. Mais son canon s'est avéré être peu fiable et court, ce qui signifie que le char n'était pas particulièrement efficace à distance. Le T-64 a tenté de remédier à cela, en améliorant le canon. Mais les soviétiques ont légèrement surconçu le char, en y mettant trop de petites pièces et d'améliorations mécaniques. Cette idée contredisait la pensée dominante de l'époque, qui valorisait la quantité comme une qualité intrinsèque. Le T-64 était un excellent char de combat principal pour son époque, mais les réparations et l'entretien coûteux le rendaient plus onéreux à déployer en grand nombre que ses prédécesseurs. Le T-72 a donc été conçu principalement pour résoudre ce problème. En réduisant la complexité mécanique du char tout en conservant la capacité de percer l'armure, le T-72 pouvait être fabriqué en masse à une fraction du prix de ses homologues occidentaux ou du T-64 lui-même. Cela signifiait qu'il allait rapidement remplacer le T-64 comme le char de combat principal de l'armée russe et est devenu le modèle pour les futurs chars. Hélas, c'est justement une partie du problème. Vous voyez, l'une des additions que le T-64 a introduite était un chargeur automatique, un mécanisme qui remplaçait automatiquement un tour utilisé par un nouveau à partir de la réserve interne du char. Le chargeur automatique des chars russes permettait de réduire la taille de la coque pour ajouter plus de défense et de mécanisme, sans avoir besoin d'un soldat pour charger le char. Le chargeur automatique a considérablement réduit le temps d'arrêt du char, reflétant la croyance soviétique que la quantité prime sur la qualité. En réalité, le chargeur automatique a été un grand risque pendant la guerre.
Les systèmes de chargement stockent les munitions de réserve dans la tourelle et près de l'équipage. Dans les vieux chars comme le T-72 et le T-80, la zone de la tourelle n'a pas d'armure renforcée. Ainsi, la tourelle est particulièrement susceptible aux obus perforants ou aux charges explosives. Si un tel engin pénètre dans la tourelle et explose, il peut provoquer une réaction en chaîne d'explosion de munitions inutilisées, conduisant à l'explosion de toute la tourelle. Les chars occidentaux résolvent ce problème grâce à des trappes de sécurité et des systèmes de ventilation, permettant à l'explosion de sortir de la tourelle et d'évacuer les munitions excédentaires. Les T-90 résolvent partiellement ce problème en transportant moins de munitions et en améliorant légèrement la protection de la tourelle. Cependant, les tactiques dans la guerre en Ukraine étaient très différentes de ce que les chars étaient conçus pour gérer. Au lieu d'essayer de survivre au lancement de missiles anti-chars montés par l'homme comme le Javelin, l'Ukraine a utilisé des drones portant des bombes pour dévaster les chars russes depuis le ciel. Le premier a une faible chance de provoquer une défaillance catastrophique du chargeur, contrairement au second, qui en augmente considérablement les probabilités. De plus, le chargeur automatique a été examiné, avec des rapports montrant qu'il est sujet à des défaillances, rendant l'armement principal du char inerte. La combinaison d'un système médiocre, avec le fait qu'il ne peut pas survivre aux munitions modernes perforantes de blindage, est ce qui rend les chars russes en retard par rapport à ceux de l'Occident. Et la guerre des drones de l'Ukraine a rendu les incursions russes dans les nouveaux chars tout aussi obsolètes. Le successeur proposé du T-90, appelé le T-14 Armata, est en démonstration dans les convois russes depuis 2022. En 2024, les 14 robots construits à l'époque ont été déployés sur les lignes de front. Mais seulement 3 semaines plus tard, tous les chars ont été rappelés. La raison ? Malgré le fait que les chars aient des défenses légèrement meilleures contre les tactiques de guerre par drone, leur prix, qui est plusieurs fois supérieur à celui des T-72, signifie que la perte potentielle d'un char à cause d'une frappe de drone met l'armée russe significativement plus en retard que d'habitude. De plus, la Russie a du mal à fabriquer des pièces de rechange ou à réparer ses chars modernes, expliquant sa dépendance aux stocks soviétiques inadéquats. Ensuite, c'est un autre véhicule blindé, le BMP russe, qui est l'abréviation du terme russe signifiant un véhicule de combat d'infanterie. Le BMP, ou plus précisément le BMP-3, est l'une des seules options de véhicules de soutien d'infanterie qui existent actuellement dans ces forces. La première version du BMP-1 est entrée en service en 1966, où elle a immédiatement été jugée médiocre au mieux. Les caractéristiques du véhicule de soutien d'infanterie étaient sa supposée maniabilité amphibie, une grande capacité de troupes et un armement décent pour fournir un tir de couverture. Cependant, tous ces aspects ont échoué d'une manière ou d'une autre. La capacité des troupes s'est faite au détriment de l'armure de protection moderne, malgré l'efficacité moindre des obus anti-chars par rapport à aujourd'hui. Cela était dû au profil relativement court du BMP, par rapport à d'autres véhicules de soutien d'infanterie. Les soviétiques pensaient que leurs véhicules pouvaient transporter des soldats près des fronts, où ils ne rencontreraient que des mitrailleuses de calibre 50 ou d'autres armes d'infanterie, avec peu de risque de capacité anti-char significative. Mais au moment où les soviétiques ont réellement combattu dans des conflits ouverts, les mines anti-chars et les lanceurs montés sur l'homme sont devenus si courants qu'ils pouvaient être obtenus par des forces de guérilla. Avec un manque sévère d'armure, le BMP était souvent appelé le cimetière de l'infanterie, car un seul explosif ou un ordre de percement d'armure qui frappait le véhicule pouvait tuer tout le monde à l'intérieur. Ce défaut n'a été rectifié ni dans le BMP-2, ni dans le BMP-3. Malgré de légères améliorations, les spécificités de l'armure n'ont pas réussi à suivre les progrès des armements occidentaux. La capacité amphibie du véhicule a également été remise en question. Cela était dû à la lenteur et la difficulté de manœuvre du véhicule dans l'eau, malgré sa flottabilité apparente. Entrer dans un plan d'eau, où le véhicule flottait le rendait essentiellement vulnérable, incapable de répondre aux mouvements ennemis ou au feu. Jusqu'à récemment, la plupart des forces occidentales ont renoncé à utiliser leurs véhicules de soutien d'infanterie pour des missions amphibies, pour cette même raison. La dernière version du Bradley américain peut nager, mais il est plus grand et lourd, avec une meilleure cote d'armure. Cela améliore considérablement la sécurité du véhicule face aux tirs ennemis. Enfin, l'armement du BMP a également été problématique depuis ses tout débuts. Le BMP-1 avait une tourelle à mouvement vertical limité, équipée d'un canon semi-automatique de 73 mm. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas être incliné vers le haut à partir de l'horizon. Dans les batailles en terrain plat, ce n'était pas un réel problème. Cependant, dès que le BMP entrait dans une zone où ils devaient te combattre depuis un terrain bas, ils échouaient parfois à pouvoir riposter du tout. Le BMP-2 a amélioré la mobilité de la tourelle en la remplaçant par un autocanon de 30 mm. Cela a été paradoxalement réduit pour le BMP-3, probablement en raison de l'inclusion d'un lance-missile secondaire de 100 mm
à côté de l'armement principal. Mais ce qui a rendu les BMP si mauvais comparés à leurs homologues occidentaux, ce sont leurs systèmes optiques obsolètes. Le BMP-3 a des capacités limitées de vision nocturne et de faible luminosité, contrairement au Bradley qui dispose d'options d'imagerie thermique. Ironiquement, les systèmes du véhicule génèrent une importante signature infrarouge détectable par la vision thermique ennemie. Dans un affrontement entre un Bradley et un BMP, le Bradley pourra détecter sa cible et tirer en premier. Cela s'est produit à plusieurs reprises pendant la guerre en Ukraine, avec des rapports et des enregistrements vidéo montrant des Bradley tirant sur des BMP qui cherchaient ensuite à se mettre à l'abri avant d'essayer de riposter. La Russie a perdu bien plus de la moitié de ses 4000 BMP dans toutes les 3 versions combinées au cours des 35 mois précédents de la guerre. L'ampleur des pertes prouve que malgré le fait que l'autocanon de 30 mm et le lanceur de 100 mm soient mis potentiellement des armes mortelles, ils ne seront d'aucune utilité si l'ennemi commence à tirer en premier. Abordons maintenant les forces aériennes russes, en particulier l'incapacité de la Russie à utiliser efficacement ses avions de chasse et ses drones pour établir une supériorité aérienne dans le ciel ukrainien. Nous devons préfacer cela en soulignant que 2 des avions de chasse les plus avancés de la Russie, le Su-35 et le Su-57, se comparent favorablement à leurs homologues occidentaux, le F-16 et le F-35. En réalité, le F-16 et le Su-35 ont plus de points communs que de différences, étant tous deux des avions très agiles, conçus pour le combat aérien. Cependant, les Su-35 ont une portée d'engagement plus longue avec un radar beaucoup plus puissant qui peut détecter les avions entrants ou se verrouiller sur des cibles à une distance plus éloignée que son homologue occidental. Cependant, dans des scénarios de combat réels, les F-16 et les Su-35 ne se sont pas vraiment affrontés. La Russie et l'Ukraine ont employé leurs avions de chasse pour mener des frappes à longue portée sur le territoire de l'autre, sans pénétrer dans l'espace aérien ennemi. Cela s'explique par les importantes capacités de défense anti-aérienne de la Russie et de l'Ukraine, rendant toute mission directe extrêmement risquée pour les avions impliqués. Mais les F-16 ont quelques tours dans leur manche, à savoir des systèmes électroniques plus modernes, qui leur permettent de transmettre des données à d'autres avions ou au contrôle au sol depuis plus loin. Cela permet à l'avion d'être utilisé plus efficacement pour éclaireur et détecter les mouvements ou les positions ennemies. De plus, les F-16 n'ont aucun problème de manœuvrabilité lorsqu'ils volent à basse altitude, ce qui pourrait leur permettre de voler en dessous des portées radars des Su-35 et de mener des frappes secrètes. Le F-35 et le Su-57 sont également plus ou moins à égalité en termes d'armement, de portée d'engagement, de portées opérationnelles et de manœuvrabilité. Cependant, le Su-57 est très mal équipé en termes de furtivité et d'avionique. Le F-35 peut souvent déjouer la détection grâce à des contre-mesures électroniques et une conception furtive moderne. Cela permet à l'avion américain d'aller plus loin en territoire ennemi ou de s'engager avec l'ennemi dans une position beaucoup plus favorable. Mais là où l'armée de l'air russe commence vraiment à perdre à peu près sur tous les plans, c'est avec les bombardiers. Le projet de bombardier furtif russe, Tupolev Perspektivny Aviatsionni Komplex DA, est un ajout très attendu à l'arsenal de l'armée de l'air russe. Le bombardier furtif est censé avoir une technologie furtive supérieure, similaire au B-20 et un Raiders qui débute les essais en vol. Cela, associé aux 30 tonnes de missiles supersoniques que le Perspektivny Aviatsionni Komplex DA peut transporter, dépassant la capacité du B-2, aurait dû permettre à la Russie de bombarder l'Ukraine à distance, avec des répercussions minimales. Cependant, le projet Perspektivny Aviatsionni Komplex DA n'a jamais vraiment décollé. Les premiers dessins du bombardier ont débuté en 2007, confrontés à de multiples problèmes de moteur, qui auraient prétendument retardé le dévoilement prévu pour 2023. Le projet, fruit de 17 ans de travail, est basé sur une technologie devenue obsolète. Le calendrier de production du Perspektivny Aviatsionni Komplex DA ne débute pas avant 2027, le mettant au moins 4 ans derrière les États-Unis pour les bombardiers de future génération. Pendant ces 4 ans, les États-Unis auraient sûrement entamé la production des B-21 et bâti un arsenal robuste. De plus, avec les difficultés russes dans la guerre, le développement a probablement encore plus stagné. À ce rythme, le bombardier pourrait ne jamais décoller, littéralement et métaphoriquement. La Russie se retrouve avec des bombardiers qui deviennent rapidement obsolètes, alors que les États-Unis commencent déjà à moderniser les leurs, creusant davantage l'écart technologique entre les deux pays. De même, la Russie ne fabrique pas encore de drones à longue portée. Les drones à longue portée les plus courants étaient les Shahid 136 importés d'Iran, qui ont eu un succès limité contre les défenses anti-aériennes améliorées de l'Ukraine. La Russie avait prévu de créer un drone plus moderne qui serait plus similaire au MQ-9 Reaper qu'au Shahid 136, nommé S-70. Ce drone a été dévoilé en 2019
et est entré en service en 2020. Le S-70 aurait la capacité de transporter plusieurs munitions et de les déployer simultanément, le tout avec une portée opérationnelle de 3600 miles. Cependant, les premiers tests du drone dans des scénarios de combat réels ont été catastrophiques. Le drone a perdu le contact avec le contrôle au sol, déviant de sa trajectoire sans parvenir à engager ses armes. Le Su-57, qui transportait le drone, a été contraint de l'abattre pour empêcher le drone de tomber en territoire ukrainien, ce qui a également échoué, provoquant la récupération du drone par les forces ukrainiennes. Il a été découvert que le drone n'a pas vraiment beaucoup de capacité de vol indépendante, comptant sur le planeur pour se transporter de l'avion déployé à la cible. Cela implique aussi que le drone est quasiment à usage unique, car il ne peut pas revenir simplement au centre opérationnel. Les systèmes autonomes du drone ont été critiqués, car un véhicule aérien sans pilote moderne devrait avoir des dispositifs de sécurité lorsqu'il perd le contact avec le contrôle. Après tout, le prix d'un S-70 devrait se situer dans les centaines de millions, bien au-dessus de celui d'un drone kamikaze comme le Shahed 136. Les systèmes anti-aériens russes sont également en mauvais état. La Russie utilise 3 versions d'une batterie anti-aérienne similaire, le S-300, le S-400 et le S-500. Le S-300 est principalement relégué à l'exportation, où un système déclassé est vendu à des pays comme l'Iran, avec des résultats mitigés, comme le suggéreraient les récents bombardements par les forces américaines et israéliennes. Le S-400 est le système anti-aérien phare de la Russie, avec des S-400. Toutefois, les S-400 se sont révélés peu fiables. L'Ukraine a utilisé des missiles Atacams donnés par les États-Unis pour détruire au moins 2 batteries S-400 en Crimée, ou dans les zones occupées par la Russie en Ukraine. Cela signifie que les systèmes modernes de la Russie, développés à la fin des années 2000, ne peuvent pas contrer les missiles qui ont été développés pour la première fois en 1986. Les médias occidentaux suggèrent que le S-400 rencontre des problèmes avec ses systèmes balistiques, que ce soit à cause de pannes radar, de désactivation ou d'un manque de préparation. Comparativement, le Patriot américain a connu un succès majeur dans l'interception de missiles russes. En fait, l'Ukraine n'a perdu que 2 de ses batteries Patriot, malgré un désavantage numérique important. L'Ukraine a probablement déjoué le système en démantelant sélectivement ses structures de soutien. En ciblant d'autres armes défensives que les S-400 étant censés défendre, il est probable que les systèmes de guerre électroniques ukrainiens aient réussi à désactiver le système anti-aérien multicouche, qui aurait dû détecter les frappes de missiles en premier lieu. Cela suggère que les S-400 pourraient être de plus en plus vulnérables à la guerre électronique, les rendant moins impressionnants que leurs spécifications ne le laissent penser. Malgré les échecs des grands systèmes, la Russie peut toujours compter sur son armée et son infanterie, numériquement supérieure et mieux équipée, pour envahir l'Ukraine à pied, n'est-ce pas? Eh bien, non. Le fusil standard pour les forces russes depuis 2019 a été l'Ak-12, une amélioration par rapport à l'Ak-72 précédent, mais l'ampleur des améliorations semble être bien pire qu'elle aurait dû l'être. L'Ak-12 a commencé ses tests dès 2012, lorsque l'on a déterminé que l'Ak-72 approchait de l'obsolescence par rapport aux fusils américains modernisés. Pour résoudre ce problème, l'Ak-12 a été proposé, avec une action automatique plus équilibrée que son prédécesseur. Les premiers tests du fusil ont cependant prouvé que cela serait loin de la vérité. L'Ak-12 a échoué à plusieurs reprises à répondre aux exigences de l'État. De nouvelles tentatives pour améliorer le fusil afin de répondre à ces normes ont entraîné une flambée des coûts de l'arme, la rendant prohibitivement chère pour une adoption en masse. Au lieu de cela, l'arme a été modifiée à plusieurs reprises, entre la première présentation en 2012 et sa révélation finale en 2018, au point que le modèle final ne comportait qu'environ 10% des pièces du prototype. Finalement, l'Ak-12 est revenu sur de nombreux changements proposés, et a continué d'utiliser le cœur des armes développées, depuis les années 40, dont le fameux AK-47. Les améliorations de l'arme n'ont que légèrement amélioré sa fiabilité et son efficacité au combat, mais elles restent donc globalement supérieures à l'Ak-72 qu'elle devait remplacer. Cela a démontré que l'industrie russe des fusils est pratiquement incapable de créer des designs novateurs, revenant sans cesse aux mêmes options, espérant que de petites améliorations finiront par donner des résultats. Ce sentiment pourrait en quelque sorte s'appliquer à tout le système militaire russe. La Russie a lancé la guerre en Ukraine avec une première frappe désastreuse visant à prendre le contrôle de l'aéroport de Kiev. Cette tactique avait réussi en Pologne et en Crimée, mais cette fois, les Ukrainiens étaient impréparés. Confrontée à un changement soudain de tactique, l'armée russe n'a pas su s'adapter à la possibilité qu'elle ne pourrait pas déferler sur l'Ukraine en quelques semaines seulement. Cet échec a généralisé à travers tous les systèmes russes, des chars aux avions, en passant par les défenses anti-aériennes. La Russie pense toujours que ces systèmes sont meilleurs que ceux que l'Ukraine peut déployer grâce à ses dons de l'OTAN,
Et pourtant, l'Ukraine a réussi à ridiculiser l'armée russe à chaque tournant. À un moment donné, la Russie était considérée comme ayant la deuxième meilleure armée du monde, mais comme l'état de l'armement russe, cela a été démenti. Face aux turbulences économiques, la Russie ne pourra pas améliorer significativement ses armes pendant la guerre, même en injectant de l'argent dans le développement. Sans remise en question de sa supériorité présumée, aucun progrès ne sera possible. Mais qu'en pensez-vous ? L'échec du système d'armes russe permettra-t-il à l'Ukraine de l'emporter ? Et combien de temps le conflit va-t-il encore durer ? Merci d'avoir regardé, et laissez vos commentaires ci-dessous. Allez maintenant voir pourquoi la marine russe est dos nul, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.